Chères consoeurs, chers confrères, chers amis, chers camarades, quel drôle d'exercice que de présenter le rapport moral de notre syndicat, sans public de chair et d'os, en visio, alors que nous nous faisions une joie d'être accueillis par la section de Bobigny, dont l'énergie à revendre nous laissait présager un congrès inoubliable. Merci, merci à la section de Bobigny, à sa présidente Myriam Guénim, à son bâtonnier élu Amine Guénim, pour votre mobilisation et toutes les démarches que vous avez entreprises pour organiser le congrès. Elles n'ont pas servi à rien, je vous l'assure, ce n'est que partie remise. À circonstances exceptionnelles, congrès exceptionnel. Deuxième vague oblige, espérons que ce sera la dernière, nous devons nous adapter et il était impératif de maintenir notre congrès annuel, moment capital de notre vie syndicale. Nos réflexions, propositions, actions ne peuvent être suspendues dans l'attente de la fin de la crise sanitaire dont on ne voit pas l'issue. Alors oui, la situation est grave, mais pas désespérée. Depuis sa création en 1974, bientôt 50 ans, les avocats du SAF affrontent les tempêtes, combattent des réformes iniques, des régressions sociales, des atteintes aux droits et aux libertés, s'inquiètent de leurs conditions d'exercice et de leur avenir professionnel. Mais on est là, toujours là. Car malgré toutes les crises, toutes les réformes, tous les changements de gouvernement ou de ministre de la Justice, notre capacité de résistance est intacte. Patrick Tilly écrivait dans le prologue du tome 1 des Annales du SAF, rédigé par Claude Michel, « Le SAF est une belle aventure. Si insuffisant soit-il, il n'a pas d'équivalent. Sans lui, de nombreux avocats ne seraient pas dans leur barreau ce qu'ils sont, parce que le SAF leur a donné un outil pour travailler collectivement. Rappelons-nous que nous jouons un rôle important, fondamental, unique dans l'élaboration des idées de la profession. Au SAF, on partage, on confronte nos bonnes pratiques, on réfléchit et on construit ensemble à partir des besoins des justiciables. Chacun y trouve sa place en participant au conseil syndical, aux travaux des commissions, au CNB. À travers des débats parfois animés, nous trouvons une façon commune d'être avocats ensemble et de les défendre tous. C'est à travers toutes celles et tous ceux qui font cet effort, qui prennent sur leur temps professionnel, sur leur vie personnelle, que le SAF se construit. Et l'année écoulée en est la démonstration. Comment résumer le bilan de nos actions tellement nous en avons fait cette année, sans tomber dans un catalogue fastidieux. Comme quoi, plus les temps sont durs, plus nous sommes actifs. Pourvu que ça dure. Quelques chiffres. 79 communiqués de presse, 11 tribunes, 6 notes d'observation sur des projets de loi, d'ordonnance ou de décret, 8 auditions parlementaires, 8 documents pédagogiques, modèles de conclusion, vadémécum et autres manuels de survie, 36 recours devant les juridictions administratives contre la réduction des délais de consultation des représentants du personnel, pour la liberté de manifester, contre les ordonnances de procédure Covid, pour la protection sanitaire des avocats, pour la protection sanitaire des détenus. 5 interventions volontaires au soutien de QPC. 2 portes étroites devant le Conseil constitutionnel. Une campagne contentieuse relative aux conditions de détention. Une campagne contentieuse contre l'exigence d'attestation de bonne santé pour l'accès des avocats aux prisons. Une campagne contentieuse pour la fermeture des centres de rétention administrative. Un colloque de la Commission sociale sur la condition des femmes au travail. Un colloque sur le droit des étrangers en quarantaine. Un colloque de la Commission environnement santé sur le traitement juridique des perturbateurs endocriniens. Une formation sur les contraventions au confinement pendant l'état d'urgence sanitaire. Une formation sur le droit des étrangers pendant l'état d'urgence sanitaire. Une formation sur la procédure civile après la loi de programmation justice. Une formation sur la réforme du bloc peine en droit des mineurs. Et n'oubliez pas le colloque social à venir le 5 décembre prochain sur les licenciements économiques. Et 2 lettres du SAF, allais-je oublier.
J'en profite ici pour remercier nos avocats au Conseil, Alice Meyer-Bourdeau, Manuela Grévy et Paul Matonnet, mobilisés comme jamais à nos côtés. Rappelons aussi que la force du SAF, c'est de faire alliance avec les autres. Les syndicats de magistrats et de personnel judiciaire, bien sûr, et en premier lieu le syndicat de la magistrature, mais également des grandes confédérations syndicales de salariés ou de la fonction publique, les associations de défense des étrangers, la Ligue des droits de l'homme et les nombreux collectifs auxquels on appartient. L'Observatoire des libertés numériques, le réseau de veille de l'état d'urgence sanitaire, pour n'en citer que quelques-uns. Impossible donc de revenir sur chacune de nos actions. J'ai choisi arbitrairement, mais c'est là l'attribut de la présidente, de ne revenir que sur quelques-unes. Mais grâce à notre merveilleux outil de travail que constitue notre site internet, vous y retrouverez la totalité des multiples actions menées durant cette mandature. Si toutes n'ont pas été couronnées de succès, elles ont permis néanmoins de rappeler au gouvernement qu'il ne bénéficiait pas d'un blanc-seing. Le totalitarisme doux. Nous nous quittions l'année dernière après le congrès de Grenoble, démocratie service minimum, remonté à bloc pour défendre l'état de droit. Que nous voyions se transformer tout doucement mais sûrement vers une démocrature ou, selon les mots de Mireille Delmas-Marty, un totalitarisme doux. Pierre Rosanvallon nous expliquait la fragilité de l'état de droit et le phénomène mondial de glissement vers l'autoritarisme qui va de pair avec la demande d'autorité. Malheureusement, il avait vu juste, terriblement juste. D'ailleurs, il n'est pas anodin que durant le premier état d'urgence sanitaire, la première requête sur laquelle ait eu à statuer le Conseil d'État portait sur la demande de confinement total réclamée en urgence par certains médecins. Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme ou de la crise sanitaire, la demande d'autorité et de fermeté est de plus en plus forte au sein d'une partie de la population qui consent, au nom de la sécurité, à renoncer à ses libertés. Bien sûr, en France, les élections sont libres et le droit de vote est ouvert à toutes et à tous. Le pluralisme politique est bien vivant. Mais un régime démocratique suppose aussi et surtout la garantie des droits fondamentaux et des libertés publiques. Liberté de circuler, liberté de domicile, liberté d'association, liberté de s'exprimer, liberté de manifester, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de s'organiser collectivement pour défendre et promouvoir ses idées. Ces différentes libertés sont petit à petit remises en cause dans une pesante indifférence, alors qu'elles sont la condition nécessaire d'un régime démocratique. Pire, l'état de droit n'est plus appréhendé comme une garantie des droits fondamentaux et humains, mais comme un obstacle à l'action de l'État. Remise en cause des décisions du Conseil constitutionnel censurant la loi Avia et les mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes, de la loi de 1881 sur la presse, de nos engagements internationaux et européens pour lutter contre les dangereux étrangers, nouveaux délits de séparatisme, rétablissement des bagnes, de la déchéance de nationalité, et j'en passe. Après de terribles attentats successifs et sous pression d'une partie de l'opposition, des membres du gouvernement sont prêts à s'attaquer encore davantage aux libertés publiques et aux droits individuels. Mais pour quel résultat? Si l'empilement des lois sécuritaires qui finissent toujours par entrer dans le droit commun était efficace, nous le saurions. Comme le rappelle notre confrère et ami Henri Leclerc, depuis 1995, où on a commencé à avoir des actes terroristes sur notre territoire, on a fait 30 lois. 30 lois réduisant nos libertés. Malheureusement, ce n'est pas ça qui a résolu la question. Céder à tous les amalgames et à tous les soupçons, priver de droit les ennemis du droit, restreindre encore les droits fondamentaux ne protégera certainement pas notre pays contre la menace terroriste.
La liberté d'expression. L'assassinat barbare de Samuel Paty le 16 octobre dernier, pour avoir enseigné à des élèves la liberté d'expression, donne lieu à un véritable concours Lépine des propositions les plus liberticides. Au titre des solutions miracles figure une suggestion de la procureure générale de la Cour d'appel de Paris, Catherine Champrenault, visant à soustraire à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse les délits d'incitation à la haine pour les faire tomber dans le code pénal. Elle regrette que la loi sur la presse ne permette pas de procédures rapides comme la comparution immédiate, ni de mesures de sûreté comme le contrôle judiciaire ou la détention provisoire. Si la lutte contre toute forme de diffusion de contenu haineux est un impératif indiscutable, n'affaiblissons pas le régime spécifique de poursuite et de jugement des abus de la liberté d'expression sous couvert de la protéger. Les droits de la défense ne doivent pas être bradés au seul prétexte qu'ils compliquent la tâche des parquets. N'oublions pas que Charlie Hebdo avait été attaqué pour injure raciale et s'il a été relaxé pour avoir publié les caricatures de Mahomet, c'est précisément grâce aux protections figurant dans la loi sur la presse. Et étrange procédé que de défendre la liberté d'expression en l'attaquant. C'est précisément ce que nous dénoncions dans notre porte étroite contre la loi Avia, avec le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme et AIDS, sur la base de laquelle le Conseil constitutionnel a censuré ce texte. Déléguer aux plateformes un pouvoir général de censure du net comportait des risques réels de surmodération qui justifiaient de rejeter ce texte. Il n'y aurait pas pire symbole que d'affaiblir la liberté d'expression qui, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l'homme, vaut non seulement pour les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, qui choquent ou qui inquiètent. La proposition de loi sécurité globale. Nous entrons dans une ère juridique où le contrôle sur les individus n'a jamais été aussi fort avec la surveillance de masse permise par les différents progrès technologiques. La proposition de loi sur la sécurité globale portée par les groupes parlementaires La République en marche et Agir ensemble, actuellement débattue en procédure accélérée devant l'Assemblée nationale, s'appuie sur des instruments de contrôle dignes de la série Black Mirror. L'usage des drones par la puissance publique, interdit par le Conseil d'État si elle ne dispose pas d'autorisation spécifique, serait très largement amplifié. De même, la reconnaissance faciale serait autorisée à titre d'expérimentation, nous dit-on, en vue des Jeux Olympiques 2024. La France rejoint ainsi le club fermé des États utilisant ce genre d'outils pour contrôler leur population, à l'instar de la Chine ou des États-Unis. Enfin, le floutage des visages des policiers en exercice serait possible pour prohiber son usage malveillant, ce qui rendra de facto plus difficile la détection des possibles violences policières. Si les images et vidéos des caméras mobiles sont transmises directement aux agents en temps réel, comme le prévoit le texte en discussion, autant vous dire qu'elles pourront être effacées si elles mettent en cause des policiers. Dans notre tribune publiée dans Libération le 16 juin 2020, après le meurtre en direct d'un homme noir sous le genou d'un policier blanc, nous avons appelé le gouvernement à sortir du déni. Oui, en France, les violences policières et le racisme existent. C'est un phénomène systémique qui ne se résume pas à une question de personnes ou à des brebis galeuses qui gangrènent la confiance des Français dans les forces de l'ordre. Empêcher les citoyens victimes de l'usage abusif de la violence au prétexte de protéger les policiers ne restaurera pas la confiance pourtant indispensable des Français dans les forces de l'ordre, ni d'en finir avec le malaise profond entre la police et une partie de la population. Les islamo-gauchistes, les pourfendeurs des valeurs de la République. Les droits de l'hommistes ou islamo-gauchistes sont accusés de complicité intellectuelle avec les terroristes. Le Parti communiste, la France insoumise, la LDH, le GISTI, bientôt ce sera nous les séparatistes, alors qu'au contraire,
En luttant contre toute forme de discrimination, en combattant pour l'égalité des droits, nous défendons les valeurs de la République. Jusqu'où ira l'exécutif? Combien de digues Emmanuel Macron est-il prêt à faire tomber en croyant ainsi assurer sa réélection face à Marine Le Pen en 2022? Quelle hypocrisie de la classe politique qui, soudain, redécouvre cet enseignant et le met au cœur de son dispositif, comme elle l'a fait il y a 6 mois pour les infirmières, mais n'a cessé depuis 40 ans de malmener les services publics essentiels, l'hôpital, l'école, la justice. 2020, année horribilis. Décidément, cette année 2020 ne nous aura laissé aucun répit. Elle était pourtant bien partie avec la mobilisation de toute la profession contre la réforme des retraites. Comme d'habitude, question mobilisation, le SAF était en pointe et nos élus au CNB ont su secouer le cocotier de notre institution représentative. Pour la première fois, nous avons fait alliance avec le public. Notre mouvement de grève inventif a été largement médiatisé. Du lancer de robe à Caen, aux clips et chansons, au relais montpelliérain pour la justice, en passant par les défenses massives, véritables laboratoires des défenses de demain, sans oublier le haka balbinien, nous avons fait la révolution. Nous avons été soutenus par la population et la profession a changé d'image auprès de nos concitoyens. On a cessé d'avoir une image de nantis. Les justiciables ont compris que les avocats avaient eux aussi besoin d'être protégés pour leur retraite et pour exercer correctement leur métier. Et là, patatras. Après 10 semaines de grève et de mobilisation historique qui ont révélé au grand jour la déliquescence du service public de la justice et la paupérisation d'une grande partie de la profession, c'est finalement la Covid 2019 qui a eu raison de la réforme des retraites. Alors qu'on pensait pouvoir retourner à nos dossiers et obtenir les moyens de l'amélioration du budget de la justice après avoir déposé nos cahiers de doléances à la chancellerie, la crise sanitaire nous est tombée dessus. La justice au temps du Covid. 14 mars 2019, confinement acte 1, la justice en quarantaine. Dès le 14 mars, les pouvoirs publics ont décidé de maintenir le fonctionnement de la justice que pour les seuls contentieux essentiels. Ainsi, en matière civile, même les référés font l'objet d'une sélection. Pour le reste, comme la garde des Sceaux l'a indiqué, les juridictions sont fermées. On a fermé la justice comme on ferme une boutique. Selon la chancellerie, les consignes étaient claires. Mais sans définition de ce qui relevait des missions urgentes en matière civile, commerciale et en droit du travail, dans la pratique, dans les juridictions, impossible d'y voir clair. Chaque chef de cour et de tribunaux ont interprété les consignes du ministère à leur guise. Certaines juridictions étaient totalement fermées, excepté pour les comparutions immédiates. D'autres, plus souples, ont accepté de recevoir les dossiers sur leur boîte mail personnelle. Chaque juridiction a déterminé son plan de continuation d'activité, instaurant de profondes inégalités de traitement des justiciables selon le tribunal devant lequel ils pouvaient ou non se présenter. Il nous a fallu recenser et mettre à jour nous-mêmes les plans de continuation d'activité de chaque juridiction pour permettre aux confrères de s'y retrouver. Le tout numérique, prôné comme la solution miracle de la Startup Nation, s'est avéré catastrophique. Les personnels n'étaient dotés d'aucun équipement informatique. Impossible donc de maintenir une activité juridictionnelle à distance. Comme notre système de santé, le service public de la justice a été entravé par l'indigence de ses moyens. Pour ceux qui pouvaient encore travailler, personnel de justice en juridiction, en prison ou dans les centres de rétention, ils ont été laissés sans la moindre protection pendant des semaines. L'absence de tests de dépistage, la pénurie de masques, de gel et de gants ont conduit le gouvernement à privilégier, selon les critères purement économiques, les activités qui pouvaient bénéficier de matériel sanitaire pour continuer de fonctionner. Mais pour le gouvernement, la justice et les avocats ne rentraient pas dans cette catégorie. Avocats et bâtonniers
ont été laissés seuls pour faire un choix kafkaïen. Continuer d'assurer la défense en prenant un risque pour leur santé et pour celle des autres, ou respecter le confinement, abandonner les justiciables les plus vulnérables, les moins protégés face au virus. Prévenus, détenus, mineurs, étrangers, malades mentaux, ceux précisément qui avaient le plus besoin d'un défenseur. Mais même confinés, dans l'intérêt des confrères, le SAF n'a rien lâché et s'est battu pour leur protection sanitaire. Avec l'ensemble de la profession, nous avons saisi le Conseil d'État pour exiger des masques et du gel hydroalcoolique pour les avocats et les justiciables, pour maintenir les entretiens de garde à vue ou aller en comparution immédiate. Malgré le rejet de notre requête, nous avons obtenu une avancée majeure. Le Conseil d'État reconnaît que les avocats, dans toutes les fonctions dont ils ont la charge, concourent au service public de la justice. Et le juge du Palais Royal de rappeler qu'il appartient à l'État d'assurer le bon fonctionnement des services publics dont il a la charge et qu'à ce titre, il doit mettre à disposition de ceux qui y participent, donc les avocats, des équipements de protection quand ils n'en disposent pas eux-mêmes. Les ordonnances, la justice en mode dégradé. Qu'il s'agisse des ordonnances de procédure civile, pénale, administrative, en droit des étrangers, en droit du travail, pour adapter les procédures en période de confinement, elles avaient toutes un caractère commun, la réduction drastique des exigences procédurales garantissant le respect des droits des justiciables. Nous les avons toutes attaquées devant le Conseil d'État. En vain. Pour la juridiction administrative, l'état d'urgence interdit de relever une quelconque carence du gouvernement. Tout est justifié, tout est pardonné quand il s'agit de lutter contre la pandémie. Et tant pis pour la collégialité, le contradictoire, la publicité des débats et le justiciable qui n'aura pas été écouté ni entendu par son juge. Au civil. Covid, nous avons assisté à la mise en œuvre accélérée de la loi programmation justice, ou plus exactement à une tentative, car la crise sanitaire a démontré le sous-équipement informatique des juridictions françaises. Au menu, la visio toujours, et même l'audience par téléphone. Ah, l'imagination au pouvoir. Mais il ne suffit pas d'avoir de mauvaises idées, encore faut-il avoir les moyens de les appliquer. Heureusement pour nous, faute d'équipement dans les juridictions, la visio civile a très peu été utilisée. Sauf quelques rares expérimentations qui n'ont pas convaincu les magistrats, compte tenu de la mauvaise qualité des transmissions et des problèmes de confidentialité des échanges. Mais attention, ce n'est que partie remise, puisque l'aménagement de l'audience et même sa disparition dans certains cas est envisagé par les pouvoirs publics comme une solution à l'engorgement des juridictions. Et quand il s'agit de gérer les flux, la chancellerie ne compte pas. Le plan de transformation numérique du ministère augmentera de 30 millions d'euros pour passer à 207 millions en 2021. La procédure sans audience, en revanche, a connu, elle, un réel succès. Elle a été utilisée comme moyen de pression. Soit nous l'acceptions, soit notre dossier était renvoyé aux calendes grecques. Enfin, pour éviter l'engorgement des audiences de référé, le gouvernement a imaginé le rejet avant audience par ordonnance non contradictoire d'une demande irrecevable ou qui n'est pas de celles qui peuvent être tranchées en référé. C'est sûr, au moins comme ça va plus vite. Finalement, malgré toutes ces mesures attentatoires aux règles élémentaires de la procédure, la justice civile s'est quasiment arrêtée. Les affaires de droit de la famille, droit du travail, droit de la consommation, les contentieux locatifs, les tutelles, entre autres, sont restés au point mort. Impossible de saisir une juridiction, de connaître la date de renvoi de son dossier ou encore d'avoir un délibéré. Le droit social. À l'instar des autres juridictions, durant 2 mois, les conseils de prud'homme sont restés fermés, même pour les référés. C'était à prévoir. La juridiction prud'homale est l'une des juridictions les plus mal loties,
quasiment à l'état d'abandon. La crise sanitaire a été le coup de grâce d'une juridiction qui fonctionnait déjà très mal et avec des délais déraisonnables malgré les multiples condamnations de l'État pour déni de justice. Et depuis que le greffe du Conseil des prud'hommes dépend du tribunal judiciaire, la situation s'est encore aggravée. Nous le savons, les juridictions sociales ne sont pas une priorité, bien au contraire. Tout est fait pour dissuader les travailleurs de faire valoir leurs droits en justice. Les réformes de ces dernières années sont révélatrices. Rupture conventionnelle, complexité de la saisine du Conseil des prud'hommes, réduction drastique des délais de prescription et bien sûr la barémisation des dommages et intérêts. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous avons remis à jour notre argumentaire contre le plafonnement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Nous y avons intégré les dernières décisions rendues par les conseils des prud'hommes et les cours d'appel qui résistent. Et surtout, la décision majeure du Comité européen des droits sociaux du 11 septembre 2019, publiée le 11 février 2020, qui censure à son tour le barème italien en reprenant et confirmant les principes et raisonnements déjà développés en 2016 à l'encontre du plafond finlandais. En attendant que le Comité européen des droits sociaux se prononce sur le barème français dans le cadre des réclamations collectives dont nous l'avons saisi avec Force ouvrière et la CGT, on ne lâche rien. Pendant le confinement, les salariés ont été les premières victimes de la fermeture des juridictions du travail, pourtant essentielles en ces temps de crise, le gouvernement ayant modifié par ordonnance des pans entiers du droit du travail. Modification unilatérale des dates de prise de congé, durée hebdomadaire maximale du travail portée jusqu'à 60 heures. En revanche, aucune disposition n'a été prise pour limiter la rupture des contrats de travail. Et encore moins pour encadrer les distributions des dividendes aux actionnaires et les rémunérations des dirigeants, comme nous l'avons dénoncé avec force dans notre tribune du 24 mars 2020. Paradoxalement, ce sont les tribunaux judiciaires qui ont le mieux veillé à la protection de la santé des travailleurs en ordonnant la fermeture de l'usine de Sandouville-Renault et les entrepôts d'Amazon qui ne respectaient pas leurs obligations en termes de protection des salariés et de dialogue social. Bravo à Judith Krivine et Karim Berbra pour ces décisions qui en ont inspiré d'autres et pour votre interview croisée dans la dernière lettre du SAF. Ainsi, malgré l'ordonnance puis le décret réduisant à peau de chagrin les délais accordés aux représentants du personnel et à leurs experts pour émettre leurs avis sur les projets et décisions des employeurs au nom de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'elles sont actionnées, les juridictions judiciaires rappellent le caractère indispensable de la contribution des représentants du personnel pour assurer la protection des salariés face au coronavirus. La justice pénale en temps de Covid, le renouvellement automatique de la détention provisoire. Au moment où le pays entrait dans un confinement total, malgré la surpopulation carcérale et les risques sanitaires pour les détenus, l'objectif du gouvernement était d'éviter qu'ils soient libérés, parce que des juridictions auraient été empêchées de statuer dans des délais légaux sur leur maintien en détention. Qu'à cela ne tienne, s'est dit Nicole Belloubet, on n'a qu'à prolonger des détentions provisoires sans juge, sans audience et sans avocat. C'est précisément l'objet de l'ordonnance du 23 mars 2020. Et la plupart des juridictions l'ont appliquée sans broncher. Seuls que quelques magistrats y ont vu une atteinte aux droits fondamentaux. Avec de nombreuses organisations, nous avons saisi le Conseil d'État, qui une fois de plus n'y a rien vu à redire, jugeant le 3 avril 2020 que cette disposition ne portait pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales. Il a fallu attendre 2 arrêts du 26 mai 2020 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour sanctionner cette mesure scélérate. À tous ceux qui l'avaient oublié, elle a rappelé que la France est signataire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, en toutes circonstances, en respecter les principes.
particulièrement le droit à la liberté et à la sûreté, qui impose, pour prolonger une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire comme garantie contre l'arbitraire. Le Conseil constitutionnel, le 3 juillet dernier, l'a également rappelé. Seul un juge peut prolonger une mesure de détention provisoire. Le régime de prolongation automatique arbitraire aura ainsi duré 2 mois et concerné près de la moitié des détentions, sans qu'il soit possible, le plus souvent, de les examiner a posteriori. Plus jamais ça. Espérons que ce fiasco du gouvernement lui servira de leçon, ainsi qu'à tous ceux qui méprisent nos droits fondamentaux et mettent ainsi en péril l'état de droit. Les abus du contrôle du confinement. Confiné, interdit de sortie sauf motif dérogatoire, sous peine d'une contravention, et au bout de 3 violations du confinement, direction prison. Voilà comment, sous prétexte de sécurité sanitaire, on a basculé dans la sûreté sanitaire. Les chiffres donnent le vertige. Devant la commission des lois du Sénat le 16 avril 2020, soit 1 mois après le confinement, Christophe Castaner faisait état de 1733 gardes à vue pour les cas de violation répétée du confinement et de plus de 12,6 millions de contrôles par les policiers et gendarmes qui ont donné lieu à 762 106 verbalisations. Toujours selon les chiffres du ministre de l'Intérieur, à la mi-mai, 1,1 million d'amendes ont été dressées. À 135 € d'amende, c'est une bonne façon de renflouer les caisses de l'État, et sur la base d'un texte imprécis qui a laissé aux forces de l'ordre une marge d'appréciation qui confine à l'arbitraire. C'est quoi un motif familial impérieux ou encore un achat de première nécessité? Finalement, peu importe, puisqu'il est quasiment impossible de contester le procès-verbal de constatation et que les voies de recours sont tellement complexes qu'il n'y en aura pas. Mais c'était sans compter les formations du SAF et le guide pratique pour contester les contraventions du confinement élaboré par l'Observatoire parisien des libertés publiques dont le SAF fait partie et qui vient d'être mise à jour, 2e confinement oblige. En France, plutôt que de redonner confiance dans les forces de l'ordre à nos concitoyens en faisant de la prévention et de la pédagogie, on préfère réprimer à tout crin et avec la bénédiction du Conseil constitutionnel en plus. La Cour de cassation lui avait pourtant transmis 3 QPC, estimant que le délit de violation réitérée du confinement était susceptible de porter atteinte au principe de l'égalité des délits et des peines et au principe de la présomption d'innocence. Mais, selon les gardiens de la Constitution, la loi est claire comme de l'eau de roche. Elle ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, ni au droit de la défense, ni au droit à un recours juridictionnel effectif. Pourtant, les témoignages des vidéos de citoyens déplorant les conditions et les motifs de leur verbalisation, des contrôles arbitraires, discriminatoires, voire violents par les forces de l'ordre, largement relayés par les réseaux sociaux et par la presse, étaient légion. Ces contrôles s'étant déroulés de façon très inégale selon les territoires, il est vraisemblable que les sages du Conseil constitutionnel n'aient pas eu, eux, à en pâtir. Les prisons. À toute chose, malheur est bon. La crise sanitaire a permis, du moins provisoirement, de vider les prisons. Pour la première fois depuis près de 20 ans, il y a eu en France moins de prisonniers que de places de prison. En 2 mois de confinement, le nombre de personnes détenues a été réduit de plus de 13 500. Preuve qu'on peut réduire la population carcérale, que c'est une question de volonté politique qui sera soutenue, nous n'en doutons pas, par la nouvelle contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot. Il est temps de mener une véritable politique de déflation carcérale à même de garantir l'encellulement individuel, des conditions de détention dignes et de favoriser la prise en charge en milieu libre, pour que la France ne soit plus pointée du doigt pour les traitements inhumains et dégradants qu'elle inflige aux prisonniers. Ce n'est pas encore gagné. Au 1er octobre, ils étaient plus de 61 000 à être incarcérés dans des établissements toujours surpeuplés. Le temps presse. Il presse d'autant plus
que la France a été condamnée le 30 janvier dernier par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions de détention indignes qui règnent dans nos prisons. Depuis 2 arrêts du 8 juillet 2020, la Cour de cassation exige la prise en compte des conditions de détention dans le contentieux de la liberté et donne une méthode pour que des recours puissent être exercés dans le cadre d'une demande de mise en liberté. Le 2 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a fermement sanctionné le silence de la loi. On ne peut maintenir des personnes en détention dans des conditions qui sont contraires à la dignité humaine. Il incombe donc aux législateurs de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir un juge de conditions de détention contraires à la dignité humaine afin qu'il y soit mis fin. Le juge constitutionnel appelle ainsi le Parlement à se saisir de la question pour leur ouvrir une voie de recours avant le 1er mars 2021. Ni une ni deux, avec l'OIP et l'A3D, on s'est immédiatement saisi du dispositif proposé par la Cour de cassation et on a mis un kit sur notre site de demande de mise en liberté. Les étrangers, ces indésirables, figure universelle de l'autre, de l'indésirable, de l'envahisseur, l'étranger est accusé de tous les maux. Terrorisme islamiste, séparatisme, violence, cambriolage, fraudes en tout genre. Le regard du gouvernement et d'une grande partie de la classe politique sur ces enfants, ces femmes, ces hommes est défiguré par l'obsession de les expulser, de les éloigner, de les reconduire hors de nos frontières. Et l'arrivée de Gérald Darmanin place Beauvau n'arrange rien. Il n'hésite pas à corréler publiquement immigration irrégulière et radicalisation. À Calais, la distribution gratuite de boissons et de denrées alimentaires dans les rues est interdite au nom du sacro-saint risque sanitaire et de l'ordre public. Pour faire disparaître les migrants, il suffit de les affamer. L'extrême droite applaudit des deux mains. Sur la question de l'immigration, Gérald Darmanin fait le même constat que le Rassemblement national, estime son porte-parole, Laurent Jacobelli, qui espère désormais que le ministre de l'Intérieur passe aux actes. Et il le fera, à l'occasion de la loi Fourtou pour lutter contre le séparatisme, n'en doutons pas. Il y a bien longtemps que les Républicains, comme la République en marche et même une partie de la gauche, surfent sur la vague de la lutte contre l'immigration et de la laïcité pour récupérer l'électorat de l'extrême droite. Perpétuellement en sursis, soumis à un statut discriminatoire, régi par des procédures d'exception complexes, sans cesse modifiées, l'étranger ne bénéficie que de droits et de procédures au rabais. Des boulets, selon les mots de Madame Sichler, présidente de la Cour administrative de Nancy, qui encombre les juridictions administratives. La crise sanitaire les a transformés en dangereux porteurs de virus, interdits de salles d'audience, tout juste bons à se contaminer dans les centres de rétention devenus de véritables clusters. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les ordonnances ont généralisé le juge unique, réduit la publicité des audiences, permis de recourir tous azimuts à la téléaudience, d'entendre les parties par téléphone et même de ne pas tenir d'audience du tout, ou encore d'organiser des audiences illégales en dehors des lieux de justice comme des sous-sols de commissariat. Malgré la fermeture des frontières et l'impossibilité de tout éloignement, le gouvernement a maintenu, coûte que coûte, le fonctionnement des centres de rétention administrative, pourtant incompatibles avec le respect du droit à la santé dans le contexte sanitaire. Au lieu de les protéger et de les soigner, le gouvernement a choisi d'exposer les personnes enfermées en zone d'attente et en rétention à la pandémie. Malgré nos actions pour obtenir leur fermeture, appuyées par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté et du défenseur des droits et des organisations de défense des étrangers. Et puisque l'unique objectif était de les éloigner à tout prix, pas de pénurie de tests pour elles. On peut dorénavant les contraindre à se faire tester. Et si elles refusent, comme elles en ont le droit,
Elles sont alors poursuivies devant le tribunal judiciaire correctionnel pour obstruction à l'exécution de leur éloignement. Mais ce n'est pas tout. La crise sanitaire et le confinement ont également fait exploser la précarité administrative de ces premiers de corvée. Fermeture des administrations, suppression des rendez-vous fixés. La Startup Nation a répondu à cette urgence sociale et administrative par une solution qui a de longue date montré ses limites. La dématérialisation totale des démarches et des prises de rendez-vous exclusivement par Internet, malgré la décision du Conseil d'État du 27 novembre 2019 proscrivant le caractère exclusif de la dématérialisation. Décision obtenue notamment par le SAF, faut-il le rappeler. De Rouen à Pointe-à-Pitre, en passant par Bobigny, Montpellier ou Strasbourg, des personnes étrangères ont été empêchées par l'administration de respecter les délais que la loi impose. L'État ne leur permet pas d'accéder à ces services et donc les contraint à rester ou à redevenir des personnes en situation irrégulière. La boucle est bouclée. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. La commission étrangère du SAF n'a rien lâché. Avec l'appui de la commission droits de l'homme, du Conseil national des barreaux et des associations de défense des étrangers comme le GISTI ou ELENA, nous avons sans relâche attaqué les ordonnances devant le Conseil d'État, les arrêtés scélérats du préfet de Calais, multiplié les recours pour vider et fermer les CRA, défendu les étrangers, refusant le test PCR, rejeté la téléaudience devant la Cour nationale du droit d'asile. Non sans un certain succès. Le 15 avril 2020, le tribunal administratif de Paris interdit le placement des étrangers dans le CRA de Vincennes et ordonne la prise en charge sanitaire des personnes testées positives. Le 8 juin 2020, le Conseil d'État suspend la généralisation du recours au juge unique à la Cour nationale du droit d'asile. Un vade-mecum est signé entre la profession et la CNDA subordonnant le recours à la visio au consentement des demandeurs d'asile et la mise en place d'audiences foraines. Au SAF, malgré une indemnisation dérisoire au titre de l'aide juridictionnelle, nous continuerons à nous battre pour que les droits des personnes étrangères ne soient pas systématiquement bafoués, pour que les exilés soient accueillis dans des conditions dignes, pour que les demandeurs d'asile se voient accorder la protection à laquelle ils peuvent prétendre, pour que les mineurs isolés bénéficient de la prise en charge qui leur est due. Les mineurs, eux aussi, ont fait les frais des carences de l'État pendant le confinement. Malgré les recours formés dans le Conseil d'État contre les ordonnances portant adaptation du fonctionnement des juridictions civiles et pénales relatives à la justice des mineurs, les tribunes et les lettres ouvertes aux ministres pour demander des mesures à même d'assurer leur protection, y compris des mineurs isolés, le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités. En matière d'assistance éducative, l'ordonnance que nous avons contestée avec le Conseil national des barreaux et le syndicat de la magistrature a purement et simplement supprimé l'audition du mineur et le principe du contradictoire de la communication des informations aux parties. Elle a permis la prolongation excessive des placements sans audition des parties et encore moins de l'enfant, alors pourtant partie à la procédure et que son droit à être entendu est un principe consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, traduit en droit français. Et que dire de la situation des mineurs isolés, dont la situation inquiétante avant la crise sanitaire a été aggravée durant le confinement. Certains départements, en violation de la loi, ont continué de leur refuser l'accueil provisoire d'urgence lorsqu'ils demandaient une protection. D'autres ont mis fin à leur prise en charge après avoir remis en cause leur minorité. Des ordonnances de placement provisoire prises par les juges des enfants n'ont pas été exécutées. Des enfants, des adolescents ont été ainsi laissés dans les rues, dans des campements ou des squats, exposés à tous les dangers. Comme on est loin de l'esprit de l'ordonnance de 45, pourtant nos enfants d'aujourd'hui sont la société de demain. L'ordonnance de 45, parlons-en justement. Alors que le 12 mai dernier,
plus de 500 personnalités, des professionnels de l'enfance en danger, des acteurs associatifs, des citoyens, des organisations syndicales interpellaient Nicole Belloubet et les parlementaires pour demander l'abandon pur et simple du projet de code de la justice pénale des mineurs, le nouveau garde des Sceaux a déclaré dès sa prise de fonction que la réforme de la justice pénale des mineurs se fera. Et d'ajouter qu'il va se rapprocher de l'armée pour sauver tous ceux qui peuvent être sauvés. Tout un programme. Le projet de loi de code de justice pénale des mineurs sera donc examiné à l'Assemblée nationale le 1er décembre prochain, dans le cadre d'une discussion au pas de charge. À peine quelques heures seront consacrées à l'avenir de nos enfants. Mais nous ne désarmons pas. Avec le collectif Justice des enfants, la commission mineure du SAF poursuit inlassablement son travail auprès des parlementaires. Nous continuerons de rappeler la place de la défense auprès des enfants. Nous continuerons de marteler que le Code de la justice pénale des mineurs ne remédiera pas au manque de moyens humains et matériels de la justice des enfants, indispensable pour que les professionnels exercent pleinement leur mission de protection de l'enfance en danger. Nous rappellerons que, comme l'a révélé la crise sanitaire, la situation des juridictions pour enfants est intenable et rend impossible la mise en œuvre de ce nouveau code pour le mois de mars 2021. Qu'au contraire, l'urgence, c'est de remettre l'enfant au centre du débat. Que la responsabilité pénale irréfragable de l'enfant doit être fixée à 14 ans. Qu'aucune peine ne peut être prononcée en audience de cabinet. Qu'accélérer la procédure ne permettra pas de disposer du temps éducatif fondamental pour aider le mineur à devenir adulte. Confinement acte 2. Espérons que tout ça ne soit qu'un mauvais souvenir. Grâce à notre vigilance sans faille durant le premier confinement, à nos recours contre les ordonnances et aux messages adressés inlassablement au gouvernement dans nos communiqués, tribunes et lettres ouvertes, nous avons été entendus. Le ministère de la Justice semble avoir tiré les conséquences des erreurs passées. Selon la note du 30 octobre dernier du directeur des services judiciaires à tous les chefs de juridiction, il n'y aura pas de nouveau plan de continuité. Les activités des services judiciaires doivent être maintenues, y compris le service d'accueil, dans son fonctionnement le plus normal possible. Même reconfinés, cette fois-ci, les tribunaux restent ouverts et nous pouvons donc continuer de travailler dans l'intérêt des justiciables. En revanche, en matière civile, les procédures sans audience et la visio sont remises au goût du jour, mais uniquement pour éviter des renvois, nous dit-on dans la note précitée. Wait and see. Éric Dupond-Moretti, avocat en entreprise et aide juridictionnelle. Le 6 juillet 2020, nous apprenions par voie de presse la nomination comme garde des Sceaux de notre confrère Éric Dupond-Moretti. La surprise passée, nous nous réjouissions de voir arriver à la tête du ministère de la Justice un avocat judiciaire qui a toujours défendu les libertés, l'oralité, la place de l'avocat dans le procès et qui a participé au combat contre la réforme des retraites. Alors que sa nomination avait suscité beaucoup d'espoir pour la profession, on ne peut que regretter qu'il n'ait pour l'instant répondu à aucune de nos sollicitations. Le SAF a pourtant toujours été reçu par le garde des Sceaux. Quelle déception! Quelle déception quand, devenu ministre, il défend la loi mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes, finalement étrillée par le Conseil constitutionnel le 27 juillet en l'absence de proportionnalité d'un texte qui ne servait qu'à restaurer une forme de populisme pénal. Quelle déception quand il trouve le moyen de se mettre à dos la totalité des magistrats à un moment où les tensions entre nos deux professions, exacerbées par le fonctionnement dégradé des juridictions pendant le confinement, nécessitaient au contraire de renouer le dialogue. C'est ce que nous avons dénoncé dans notre tribune publiée dans Libération le 6 octobre dernier. Il ne s'agissait pas de défendre les magistrats, en dépit des méthodes du parquet national financier,
qui a épié les avocats et leurs clients dans l'affaire Bismuth, ni d'ailleurs celles identiques des parquets de droit commun à qui le législateur a donné des pouvoirs exorbitants sans aucune possibilité de contrôle. Mais d'exiger, maintenant qu'il en a le pouvoir, qu'il entreprenne les réformes qui s'imposent, pour clarifier le rôle du parquet et garantir les droits de la défense, limiter la durée des enquêtes préliminaires, introduire le contradictoire et préserver le secret professionnel des avocats. Quelle déception quand, devenu ministre, il poursuit l'expérimentation des cours criminelles pour juger plus vite, moins bien et pour moins cher. Ou encore la réforme du code pénal des mineurs qu'il faudrait encadrer par l'armée ou qu'il reste indifférent à la justice civile. Quelle déception encore quand il se gausse d'avoir obtenu une augmentation historique du budget de la justice quand en réalité elle ne fait que combler le retard des engagements pris par le gouvernement dans la loi de programmation justice de 2018. Quelle indécence quand il marchande l'augmentation du budget de l'aide juridictionnelle en contrepartie de l'avocat en entreprise. Le SAF a toujours été résolument opposé à l'avocat en entreprise et à son frère jumeau, le Legal Privilege. Notre refus n'a rien d'un aveuglement. Il s'agit tout à la fois d'une exigence quant à la qualité des conseils que nous prodiguons que d'une garantie contre le détournement de nos règles déontologiques. Nous ne le redirons jamais assez. Il n'y a pas de secret professionnel ni de confidentialité des consultations juridiques sans indépendance de l'avocat. Mais surtout, quel est le rapport entre l'avocat en entreprise et le budget de l'aide juridictionnelle ? L'aide juridictionnelle n'est pas une perfusion qui permettrait à certains avocats de survivre. C'est une mission de l'État qui doit permettre l'égal accès à la justice. Et encore plus en cette période de crise économique et sanitaire, alors que tous les acteurs de la lutte contre la précarité alertent sur une augmentation d'1 million de pauvres cette année en France, c'est-à-dire de ceux qui vivent avec moins de 1063 € par mois. Le nombre de bénéficiaires de l'aide juridictionnelle va mathématiquement exploser. Alors que 100 milliards d'euros ont été budgétés dans le cadre du plan de relance pour l'économie, sans exiger de contrepartie aux entreprises, l'absence de volonté politique pour financer l'accès aux droits est inacceptable. Nous devons être à la hauteur des attentes des Français qui, surtout dans cette période difficile, ne peuvent se passer du service public de la justice, affirmait pourtant la semaine dernière Éric Dupond-Moretti. Alors, répondez à leurs attentes, Monsieur le Ministre. Permettez-leur de faire valoir leurs droits. Augmentez significativement le budget de la justice et de l'aide juridictionnelle. Et permettez-nous, en même temps, de vivre de notre travail, même quand nous défendons les pauvres et les classes populaires. Je salue ici le travail de la commission Accès aux droits du Conseil national des barreaux, présidée par notre élu au collège ordinal, Bénédicte Mast. Elle a accompli un travail considérable pour que certaines de nos prestations au titre de l'aide juridictionnelle ne restent plus impayées. Parmi elles, la consultation donnée aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle qui renoncent à sa procédure, ou encore le système de l'AJ-garantie, permettant à l'avocat commis ou désigné d'office d'avoir l'assurance, après être intervenu dans l'urgence, de bénéficier d'une rétribution, quand bien même le bénéficiaire ne remplirait pas les conditions de l'aide juridictionnelle. Ces propositions, portées par le gouvernement au travers d'un amendement au projet de loi de finances pour 2021, doivent être adoptées sans condition. Nous ne faisons pas l'aumône, nous ne pouvons nous contenter du relèvement de l'unité de valeur de 32 à 34 €, en deçà de la préconisation déjà insuffisante du rapport Perben. Les propositions du SAF pour réformer l'aide juridictionnelle ont été maintes fois martelées. Un doublement du budget de l'aide juridique qui permettra d'investir les champs non couverts ou insuffisamment couverts, contentieux de l'incapacité, contentieux locatif, crédit sur endettement.
L'organisation de groupes de conseil et de défense à travers l'extension des permanences dites article 91 à la matière civile, mais aussi des conventions entre les avocats et les ordres pour assurer ces missions pour une durée déterminée, renouvelable et à temps partiel. L'organisation de ces groupes devra reposer sur des obligations de formation et des exigences de qualité, sans que ces permanences ne soient le moyen pour certains de capter une clientèle au détriment des autres avocats. Hommage et remerciements. Je veux rendre hommage non pas à la mémoire, mais à l'engagement d'amis qui nous ont quittés cette année. Emmanuelle Boussard-Verrecchia nous a quittés le 14 avril. Avocate résolument engagée aux côtés des salariés et des syndicats, elle a fait de la lutte pour l'égalité et contre toutes les discriminations le combat de sa vie. Elle a également apporté une contribution inestimable à la cause des femmes au travail. Toute sa vie, elle a inscrit ses batailles judiciaires dans une démarche collective avec les salariés qu'elle défendait, comme au sein de notre syndicat, où elle a longtemps coprésidé la commission pour l'égalité et contre la discrimination. On se souvient en particulier de sa lutte pour les droits des mineurs de 1948. Elle est aussi la première à avoir ouvert la voie de l'action de groupe en matière de discrimination. Bruno Debout, avocat au barreau de Béthune, dont il a été le bâtonnier, nous a quittés le 30 avril 2020. Bruno était un membre actif du syndicat, ancien président de la section de Béthune, membre du bureau national de 2017 à 2019, nous l'avions élu au conseil syndical lors de notre dernier congrès. Bruno croyait en l'humanité. Il savait que derrière chacun, gueux ou bourgeois, mais surtout gueux, il y a toujours un cœur et une raison. Dans chacune de ces anecdotes résonnait toute la fraternité qui font les bons pénalistes. Il était un vrai bon pénaliste, un grand parmi les avocats, avec tous les réflexes qui permettent de ne rien lâcher. Bruno était de ceux qui ont intégré les droits de la défense au point de les incarner. De ceux qui ont compris que la règle, c'est l'oppression, et que de la discuter, la critiquer, c'est aussi bien la défendre. Il était celui qui savait rappeler ses principes, non pas comme une leçon, mais bien pour nous épauler et pour nous accompagner dans notre exercice. Amoureux de la profession, il était toujours le premier pour défendre la défense, attaché à la liberté de parole et au devoir d'impertinence. Ses interventions au conseil syndical étaient lumineuses et pertinentes. Elles nous permettaient toujours de retrouver avec humour la clarté dans les débats et nous aidaient à trouver la réponse aux questions embrouillées. Bruno, tu manques à tous ceux qui croient dans une justice de combat et à ceux qui ont besoin que l'on s'en batte pour leurs droits. Mais tu as semé au SAF, et pour longtemps, tes idées et ton humour. Les remerciements. Le SAF, c'est la démonstration de la puissance du collectif, à commencer par les chevilles ouvrières Gina et Katharina, qui dans la joie et la bonne humeur font tourner la boutique au quotidien et coordonnent la vie de notre syndicat. Le bureau ensuite. David, surnommé entre nous Davidou, dont la vitesse des réflexions n'a d'égal que ses difficultés à rester silencieux au CS. Pierre-Étienne, notre capitaine ad hoc, qui tient la barre du navire même lorsque les cons prennent l'eau. Catherine, qui a le don inimitable pour poser le débat, sans parfois y répondre. Yanis, la force tranquille et la rhétorique redoutable. Amélie, écrivaine publique pour le SAF, dont la plume, ou plutôt le clavier, enflamme le compte Facebook et Twitter du SAF. Et bien sûr, l'inénarrable Laurence, dont l'énergie inépuisable donne parfois le vertige. Merci Laurence, merci d'avoir fait équipe avec moi ces 2 dernières années, de ton indéfectible soutien et de tes précieux conseils. Promis, j'en suivrai quelques-uns. Les responsables des commissions, épine dorsale du syndicat, Noura Mara-Lebré et Jean-Louis de Merseman pour la commission Accès au droit, Zoé Poncelet pour la commission Collaboration, Chantal Bourglan, Consommation Logement, Clara Gandin, commission Discrimination,
Sylvie Pochard et Florian Borg, droit public, Céline Coupard, Cécile Madeline, Vincent Souty, pour la com étranger, Françoise Inde, Hélène Verrière et Caroline Zorn pour la commission environnement santé, Michel Bauer et Bertrand Couder, exercice professionnel, Aurélie Lebel, commission famille, Pierre Bordessoul, hospitalisation sans consentement, Elisabeth Audouard et Carole Sully pour les mineurs, Mathieu Quinquis et Gérard Cholakian pour la pénale, Judith Krivine, commission sociale. Judith, Mathieu, vous laissez la place après avoir animé avec talent et énergie les commissions sociales et pénales. Merci pour votre engagement et votre disponibilité. Je sais que nous pourrons continuer de compter sur vous. Merci aux élus du conseil syndical que nous avons le plaisir de retrouver chaque mois en vrai ou en visio. Merci également aux responsables des sections locales par les actions qu'elles mènent dans les barreaux. Un grand merci à tous ceux qui nous représentent dans les organismes techniques et qui démontrent par là notre implication. À nos 16 élus, à la CNBF, dont le vice-président Florent Méraud et Rachel Saada. Kyrialis, Pierre-Étienne Rosenstiel, Sylvain Roumier. ENADEP, Nicolas Gangloff et Alain Armandet. CPPNI, Sylvain Roumier et Pierre-Étienne Rosenstiel. CNPL, Florian Borg. Sans oublier nos représentants à l'AED, notre syndicat européen, Florian Borg, Juan Prosper, Rachel Saada et Fleur Tercero. Et enfin Simone Brunet, pour son aide précieuse pour la lettre du SAF. Nos élus du CNB qui n'ont pas été ménagés durant ces dernières années de mandat, qui a bien fini de ne jamais se terminer et qui ont encore tout donné jusqu'à encore quelques jours avec le combat pour les indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident. Régine Barthélémy, membre du bureau. Florent Méraud, président des commissions admission des avocats étrangers. Béatrice Voss, présidente de la commission Liberté Droits de l'Homme. Amine Guénim, membre de la commission institutionnelle de la formation professionnelle et commission texte. Rachel Saada, commission texte et commission des affaires européennes et internationales. Jérôme Carsanti, membre de la commission égalité et liberté droits de l'homme. Alice Nallet, membre de la commission accès aux droits et commission règles et usages. Et nos deux élus du collège ordinal, Bénédicte Mast, présidente de la commission accès aux droits, et Françoise Arthur. Allez les élus du CNB, c'est bientôt la quille, sauf pour Amine et Bénédicte qui sont rééligibles. Nous sommes en campagne pour les élections au Conseil national des barreaux qui se tiendront le 24 novembre prochain. Toutes les actions que nous menons au SAF, nos élus les portent au CNB. On l'a vu au cours de la dernière mandature avec la grève contre la loi de programmation de justice et la réforme des retraites, les procédures de référé pendant la crise sanitaire ou encore l'amélioration de la procédure de divorce. Le SAF stimule le CNB. À l'heure où bon nombre de consoeurs et de confrères envisagent de raccrocher la robe, nous avons plus que besoin d'élus pour défendre notre profession et permettre au CNB d'être utile au quotidien. Pour un CNB combatif, il nous faut des élus du SAF nombreux. On compte donc sur chacun d'entre vous pour faire campagne dans vos barreaux. 2020 aura été une année de profonde remise en question pour notre exercice professionnel. Perte de sens, interrogation sur notre fonction sociale, sur notre capacité à continuer de vivre de notre métier. Face à la succession de régimes d'état d'urgence, aux atteintes à nos libertés, aux multiples réformes gestionnaires palliatives d'une justice sinistrée, nous n'avons pas dit notre dernier mot. De nombreux chantiers nous attendent. Le respect des droits de la défense et du secret professionnel. La nécessaire réforme de la procédure d'appel et la simplification des procédures. La protection des collaborateurs libéraux. L'indépendance de notre profession et une meilleure protection sociale. Des structures d'exercice qui nous ressemblent. La prise en charge effective par la profession des questions de discrimination et de harcèlement. Notre place dans les palais de justice et dans l'organisation de la justice. La formation et le statut des élèves avocats. Pour nombre d'entre eux, nous avons déjà travaillé et formulé des propositions, notamment le guide de la collaboration libérale, la formation des élèves avocats via le contrat d'apprentissage,
ou nos propositions pour modifier la procédure Magendie. Nous devons, avec les commissions, les sections et le conseil syndical, continuer de produire. Les thèmes que nous avions envisagés dans la version initiale du congrès, nous les aborderons au cours de nos conseils syndicaux. Au prochain conseil syndical, les 5 et 6 décembre, Jacques Demaison interviendra pour nous parler des structures d'exercice multiprofessionnelles et de la pluralité d'exercice. Et parce que la justice s'incarne dans les voix, dans les regards et les gestes, nous défendrons l'audience de toutes nos forces. Nous allons d'ailleurs nous mettre immédiatement au travail en consacrant nos travaux de cet après-midi à l'avenir de l'audience. Pour conclure, selon Henri Bergson, l'idée de l'avenir est plus féconde que l'avenir lui-même. Le monde d'après doit être l'occasion pour nous d'écrire notre idéal de justice. Merci à toutes et à tous.